Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La réforme constitutionnelle approuvée en Algérie, le oui l'emporte avec 66% des suffrages. Une victoire en demi-teinte pour le pouvoir en raison du fort taux d'abstention qui signe un désaveu pour le président Abdelmajid Tebboune. Une nouvelle compagnie aérienne lancée au Libéria, lancement à l'aéroport international Robert, à Monrovia. Événement très suivi dans le pays car il s'agit de la première compagnie aérienne nationale depuis 30 ans. Des voitures mythiques de collection, rencontre avec un passionné, découverte à suivre dans ce journal. Le président sortant Alassane Ouattara annoncé vainqueur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a annoncé ce mardi la réélection dès le premier tour du président sortant, un troisième mandat controversé avec 94% des voix, une participation de seulement 53,9%. Pascal Afine-Guesson et Henri Conan-Bédier qui ont boycotté le scrutin sont crédités respectivement de 0,99% et 1,66%. Quadio Conan-Bertin obtient 1,99% selon les chiffres de la commission électorale. La victoire du président Alassane Ouattara est fortement contestée. L'opposition a annoncé avoir créé un conseil national de transition dans le but de former un gouvernement de transition. La CEI a 3 jours pour transmettre ses résultats au Conseil constitutionnel qui a 7 jours pour les valider. En Algérie, la réforme de la Constitution a été approuvée par référendum avec 66,8% des suffrages. Côté participation, seuls 23% des Algériens sont allés voter. Seulement un électeur sur 5 a voté en faveur de la nouvelle Constitution. Une abstention record, un camouflet pour le régime en place. Aïssatou Bari. Le référendum constitutionnel tenu dimanche 1er novembre en Algérie a été massivement boycotté. Le taux de participation final s'est établi à 23,7% selon l'autorité nationale indépendante des élections. Une abstention record après celle des élections présidentielles de décembre 2019 qui était de 39,93%. Les Algériens sont encore une fois dans cette fronde. Elle s'exprime notamment par cette abstention record. Ça montre aussi que les Algériens, en tout cas, ils ne sont pas satisfaits des classes politiques et notamment le régime actuel. Ce référendum devait marquer le début d'une nouvelle Algérie. Le oui l'a emporté avec 66,8% des voix contre 33,20% pour le non. Mais le véritable enjeu se situe au niveau du taux de participation. Rappelons que les partisans du Irak ont rejeté sur le fond et la forme le texte perçu comme un changement de façade, alors que la rue réclamait un changement de régime. Mais le pouvoir va entériner ces résultats, il va continuer, en tout cas dans sa logique, prôner son discours à être dans cette logique de reconquête de l'opinion. Très difficile de pouvoir se projeter dans l'avenir. La réalité, c'est que le pouvoir ne va pas entièrement plier, mais neutraliser l'opposition en récupérant certains arguments ou certaines revendications. Cette élection devait permettre au gouvernement de se légitimer. Mais de l'avis de certains observateurs, la nouvelle constitution n'offre pas de changement politique majeur. Elle maintient l'essentiel du régime présidentiel et élargit même les prérogatives de l'armée. Une nouvelle équipe gouvernementale a été formée au Sénégal. Le président Macky Sall a opté pour un gouvernement d'ouverture dans lequel on retrouve plusieurs ténors de l'opposition sénégalaise, dont Idrissa Seck, deuxième à la présidentielle de 2019. Idrissa Seck qui était pourtant pressenti pour devenir le chef de file de l'opposition. Amenechi. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, opposant critique du régime de Macky Sall, a été nommé dimanche 1er novembre 2020 président du Conseil économique, social et environnemental. Arrivé en deuxième lors de la dernière présidentielle du 24 février 2019, il remplace Aminata Touré, limogé mercredi dernier. Après une analyse lucide et sereine du contexte international, du contexte africain
sous-régionale et nationale, la nécessité nous est clairement apparue de répondre positivement à l'appel du président de la République. Idrissa Seck vient, selon l'opinion publique, d'abandonner le combat et semble infliger une grande honte à ses sympathisants en rejoignant la majorité présidentielle. Il justifie son acte par le souci d'une union de l'ensemble des forces vives de la nation pour mieux faire face aux défis du moment. Je respecte leur intelligence et leurs analyses, mais je n'ai pas choisi ce chemin-là. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Idrissa Seck fut ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République et Premier ministre sous le régime du président Abdoulaye Wade. Auparavant, il avait été ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation dans le gouvernement d'unité nationale, formé par le Premier ministre Habib Thiam sous le régime d'Abdou Diouf. En République démocratique du Congo, le mouvement des jeunes kabylistes lance une campagne dénommée « Ne viole pas ma constitution », une réponse aux ordonnances du chef de l'État, Félix Tshisekedi, portant sur la nomination de juges siégeant à la Cour constitutionnelle. Reportage en RDC, signé Jacques Amboka. Ne viole pas ma constitution, c'est la campagne lancée par les jeunes kabylistes, une composante du Front commun pour le Congo. Par cette campagne, ces jeunes voudraient ainsi dénoncer certaines ordonnances illégales, selon eux, signées par le président de la République Félix Tshisekedi. Ils ont organisé ce jeudi 29 octobre une conférence sur la constitution du pays. Je suis venu à l'invitation des amis de la jeunesse kabyliste qui ont rejoint ces paradigmes de la sacralité de la Constitution comme c'est écrit, et nous voulions partager avec lui, finalement, avec eux, comment s'articule cette sacralité en définissant ce que c'est une constitution, en donnant les contenus d'une constitution. Les jeunes kabylistes, émérés par cette campagne, ne violent pas ma constitution, interpeller le président de la République d'une part, mais aussi lancer des actions de terrain sur base de l'article 64 de la loi fondamentale et a droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Parce que ce que nous faisons, c'est déjà l'application de l'article 64 de la Constitution, parce que, comme vous le savez, nous le disons haut et fort, que le chef de l'État, à travers des décisions qu'il venait de prendre, a intentionnellement violé la Constitution. Raison pour laquelle nous l'appelons en bon sens. Dieu merci, il a pris une bonne résolution de concilier la population, mais que la décision soit, ou les décisions qui seront prises soient conformes à la Constitution. Dans ces contextes qui, pour beaucoup, conduiraient à la rupture entre les partenaires de la coalition au pouvoir, Joseph Kabila, ex-chef de l'État, voudrait se rassurer du soutien de ses députés et sénateurs. Au cours d'une rencontre ce vendredi 29 octobre à Kingakati, les sénateurs et députés du FCC ont renouvelé loyauté à leur autorité morale. Et on en vient au lancement au Libéria de cette compagnie aérienne, la Lone Star Air, une compagnie lancée 30 ans après la disparition de l'ancienne compagnie aérienne nationale. Elle assurera la liaison entre le Libéria et les pays de la sous-région, mais aussi avec le reste du monde. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le président George Weah. Les détails avec Nathalie Mo. Le président libérien George Weah vient de réaliser l'un de ses plus importants projets, la création d'une compagnie aérienne nationale. 30 ans après la disparition de la compagnie aérienne précédente, Liberia Airways, est née la Lone Star Air. Le transporteur aérien du Libéria prévoit dans un premier temps d'opérer des vols entre Monrovia et des hubs régionaux comme Abidjan en Côte d'Ivoire ou Lagos au Nigeria. Mon rêve, mon espoir et ma vision ont été de voir très bientôt Lone Star Air, les ailes du Libéria,
arborer notre drapeau dans le ciel international, briller si fort. Elle reliera notre pays à notre région et au monde. Pour le président Georges Weah, la création de la nouvelle compagnie aérienne est un pas dans la relance du secteur aéronautique libérien paralysé par la guerre civile. Il espère que cette avancée attire des investisseurs dans le secteur afin de favoriser la création d'emplois et de renforcer l'économie du pays. J'ai été informé par les autorités du ministère des Transports que des investisseurs potentiels avaient formé un partenariat avec des entrepreneurs libériens et ont demandé à l'autorité de l'aviation l'autorisation de développer conjointement une nouvelle compagnie aérienne pour le Libéria. Le rêve du Libéria de posséder sa propre compagnie aérienne a pu se concrétiser grâce à un partenariat avec le transporteur ghanéen Goldstar Air. Pour l'heure, la date du démarrage effectif des activités de l'entreprise nationale de transport aérien du Libéria n'a pas été dévoilée. Peut-être un pas pour le Sénégal en matière de transparence dans la gestion des ressources minières. Une plateforme numérique a récemment été lancée. Tous les contrats qui lient l'État sénégalais aux industries du secteur doivent y être publiés. Les transactions financières, mais aussi les recettes fiscales également. Siamlo, Victoria Setchi. C'est une avancée socio-économique mais aussi politique qui s'opère avec la télédéclaration. Le lancement au Sénégal de cette plateforme numérique destinée à officialiser la gestion des ressources minières et minérales est effective depuis la fin octobre. Les Sénégalais pourront donc avoir plus facilement accès désormais à toutes les données relatives aux contrats miniers signés entre leur pays et les industries extractives ou multinationales. Chaque année, nous publions un rapport où il y a tout ce que les industries déclarent comme ressources qui vont vers l'État et ce que ce dernier reçoit exactement. Avec la télédéclaration, ce travail va se faire au jour le jour. Cette nouvelle approche est une exigence des institutions internationales et associations de la société civile. La norme ITIE 2019, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, adoptée par le Sénégal, induit que les pays sont tenus à compter du 1er janvier 2021 de divulguer tous les contrats et licences octroyés, conclus ou modifiés, y compris les conditions d'exploitation du pétrole, du gaz et des minéraux. On sait que tout ce qui concourt à la transparence, surtout dans le cadre des industries extractives, est le bienvenu. Le Sénégal a fait des efforts, de grands efforts pour la publication des contrats miniers. Je pense que c'est une chose qui a été saluée par la société civile. Parce que souvent, ces populations n'ont pas accès à l'information. Elles pensent à juste raison, que ce n'est pas clair. C'est la question de la gouvernance et de la redistribution des ressources qui en est le véritable enjeu. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains, l'exploitation des ressources fait souvent polémique et le partage des retombées, l'objet de discordes incessants entre gouvernants et communautés locales. Et nous vous emmenons à présent à la rencontre en Égypte avec Sima Sayed, un collectionneur de voitures anciennes, des voitures qu'il expose et qu'il loue aussi, notamment au monde du cinéma. Fanny Mounichi. Une centaine de voitures anciennes de collection. Sayed Sima, le propriétaire, en est fier. Lui qui a acquis son premier véhicule il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Avec aujourd'hui des modèles uniques et rares comme cette Auburn acquise dans les années 80. Cette voiture a 120 ans. Son réservoir d'origine est toujours à l'intérieur. C'est une voiture unique. Sa structure est toute en bois. La passion des voitures anciennes se transmet de père en fils chez les Sayed. Et Eman, 38 ans, a donc pris tout naturellement le relais de Sima. Il se souvient des premières apparitions de leurs voitures de collection, dont des films historiques et des spectacles. Je suis né entouré de voitures anciennes. J'ai remarqué que mon père travaillait avec des voitures anciennes, alors je me suis intéressé aux vieux modèles. J'ai commencé à aimer leur beauté, leur élégance. J'ai aussi aimé le fait de voir ces voitures sur les écrans de cinéma. Je regardais un film et je me disais « Ah, c'est notre voiture !» Des voitures qui ont également accueilli des personnalités, et pas des moindres. Car chez Sima, on trouve aussi une Chevrolet Impala noire de 1975,
dans laquelle il avait roulé à l'époque l'ancien président égyptien Anwar el-Sadat. Du sport également dans l'actualité avec l'Afrobasket édition 2021. Place aux éliminatoires pour la compétition prévue du 17 au 26 septembre 2021. Et les choses se précisent. Tous les détails dans ce sujet préparé par José Douglas. Les éliminatoires de l'Afrobasket 2021 ont lieu en ce mois de novembre. Les équipes se préparent activement et chez les Lions de la Teranga, l'entraîneur Boniface Dong a convoqué Taco Fall et George Niang. Le géant des Celtics de Boston, Taco Fall, 2,31 m, est convoqué pour la première fois en équipe nationale. Sur la liste, il y a également Hassan Si, Mohamed Alga Diaye, Sidi Dir, Amar Silla, Lamine Diané, Pape Maguette Diop, Baye Diaye et Pape Malik Dim. L'ailier des Jazz de Utah, George Niang, figure parmi les 25 présélectionnés. Et après son absence à la Coupe du Monde en Chine, Gorgui Sidiang de Memphis revient en sélection. Plusieurs équipes ont un fort potentiel de joueurs, mais quelles sont les grosses cylindrées sur le continent ? Comme d'habitude, il y a un quatuor en Afrique. Ce sont des équipes qui sont sur la scène depuis plus de 10 ans. Donc, la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal et l'Angola sont des équipes qui reviennent la plupart du temps. À côté de ces équipes, il y a des outsiders. Il y a des pays comme l'Égypte, si elle se reconstruit. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui, avec quelques renouvellements de cadres, il y a des pays comme le Cameroun, si ce pays est vraiment organisé ou fait appel à tous ses joueurs. Donc, il y a des pays comme le Mali. N'oublions pas le parcours des jeunes Maliens au championnat du monde dernier. Cette génération-là, si elle continue dans son élan, pourra peut-être un tout petit peu chambouler ou les choses dans l'ordre de fonctionnement au niveau de l'Afrobasket. Du côté du Mali, on s'y prépare aussi avec le coach Rémi Guita qui a les commandes de la sélection malienne depuis 2018. Il est convaincu que le Mali va tout faire pour obtenir sa place dans la phase finale. Le Mali qui court après une 8e qualification consécutive pour l'événement majeur du basket africain avec des confrontations face au Nigeria, au Rwanda et à l'Algérie en ce mois de novembre, à Kigali, au Rwanda bien sûr. L'entraîneur est confiant. Bien sûr, notre objectif principal est la qualification pour le FIBA Afrobasket 2021. Mais nous souhaitons également réussir l'intégration de jeunes talents, comme ceux qui nous ont rendus si fiers à la dernière Coupe du Monde U19 FIBA. Reste maintenant la question des joueurs africains de NBA, dont certains rencontrent des problèmes administratifs ou des questions d'assurance. Dans notre prochaine édition, le point sur ce dossier avec notre spécialiste Sami Nono. Et puis regardez, et sachez qu'un ancien basketteur garde toujours la main. C'est le cas de Barack Obama, l'ex-président des USA, qui marque ce panier à 3 points. En pantalon, chaussures de ville et blouson, sourire aux lèvres, il a lancé « C'est comme ça il faut faire ». Passionné de basket depuis l'enfance, Barack Obama a joué dans l'équipe de son lycée à Hawaï. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.